Chapitre 16. Les règles. Si vous n'êtes pas heureux, voici pourquoi. Fixez-vous des normes plus élevées que celles qu'on attend de vous. Henry Ward Beecher. Au moment où j'écris ces lignes, je contemple le bleu profond de l'océan Pacifique de la fenêtre de ma chambre du Hyatt Regency Waikoloa sur la grande île d'Hawaï. Je viens d'être témoin d'un phénomène qui ne se produira plus en Amérique du Nord avant l'an 2017. Une éclipse totale du soleil. Becky et moi nous sommes levés à 5h30 ce matin pour nous joindre aux milliers d'autres visiteurs venus assister à ce rare événement astronomique. À mesure que les gens arrivaient au site pour l'observation, je m'amusais à observer la diversité des personnes réunies pour cette expérience. Des hommes d'affaires, des familles en vacances, des scientifiques traînant des douzaines de télescopes, des excursionnistes qui avaient planté leur tente dans la lave pour la nuit et de jeunes enfants qui se rendaient compte de l'importance de l'événement uniquement parce que leurs parents le leur avaient dit. Tous ces gens avaient afflué du monde entier et avaient déboursé des milliers de dollars pour avoir la chance de voir un spectacle qui durerait seulement 4 minutes. Qu'étions-nous venus faire là? Nous tenir dans une ombre? Nous sommes une espèce intéressante, n'est-ce pas? À 6h28, la pièce commençait. On sentait de l'anxiété dans l'air, un mélange d'attente et de crainte d'une déception, car ce matin-là, des nuages s'étaient accumulés à l'horizon et le ciel commençait à être couvert. Il était fascinant de voir la façon dont les gens réagissaient à la possibilité que leur espoir soit trompé. Ils étaient venus voir une éclipse totale de 4 minutes, pendant laquelle l'ombre de la lune voilerait complètement les rayons du soleil et nous plongerait dans les ténèbres. Rien de moins. Ils avaient même baptisé le phénomène du nom de totalité. Vers 7h10, le ciel se couvrait de plus en plus. Soudain, une trouée s'est faite dans les nuages et le soleil apparut, nous laissant voir une éclipse partielle pendant quelques instants. La foule a accueilli cette apparition avec des cris de joie et des applaudissements. Mais bientôt les nuages se sont refermés et nous ont complètement bloqué la vue. Le moment de l'éclipse totale approchait et il était indéniable que nous ne verrions pas la lune glisser devant le soleil. Tout à coup, des milliers de gens se sont mis à courir vers un écran géant qu'un technicien de télévision avait installé sur le terrain. Nous étions là, assis, à regarder l'éclipse à la télévision comme tout le monde. Dans des moments comme ceux-là, on a l'occasion d'observer une vaste gamme d'émotions humaines. Chaque personne réagit selon ses règles, c'est-à-dire selon ses croyances sur ce qui aurait dû arriver pour qu'elle tire du plaisir d'une expérience donnée. Derrière moi, un homme s'est mis à jurer et a ajouté dépité « J'ai déboursé 4000 $ pour pouvoir regarder ces 4 minutes à la télévision. » À quelques mètres de moi, une femme répétait « Je n'arrive pas à croire que nous l'avons manqué. » Tandis que sa fillette lui rappelait avec enthousiasme « Maman, regarde, c'est l'éclipse. » À ma droite, une autre femme s'extasiait. « C'est incroyable, je suis si heureuse d'être ici. » Puis, une chose extraordinaire s'est produite. Alors que nous observions le dernier rayon de soleil disparaître derrière la lune, l'obscurité totale s'est faite. C'est complètement différent de la tombée de la nuit, alors que le ciel s'assombrit graduellement. Ici, l'obscurité a été instantanée et totale. Au début, un cri a jailli de la foule, puis un grand silence nous a enveloppés. Les oiseaux se sont réfugiés dans les arbres et se sont tus. C'était un moment extraordinaire. Pendant que nous regardions dans le noir sur l'écran de télévision, certaines personnes déterminées à prendre des photos de l'éclipse, ne serait-ce que sur un écran, ont commencé à nous bombarder de flashs. En quelques secondes, nous étions à nouveau en pleine lumière, pas à cause du soleil, à cause de tous ces flashs. En un instant, l'éclipse totale était terminée. À mon avis, l'instant le plus émouvant a été celui où un mince rayon de soleil apparut derrière la lune, faisant aussitôt renaître le jour. J'ai alors pensé qu'il fallait bien peu de lumière pour chasser les ténèbres. Dès la réapparition des rayons du soleil, beaucoup de gens se sont levés pour partir. J'étais étonné. Après tout, l'éclipse n'était pas terminée. La plupart d'entre eux grognaient parce qu'ils étaient venus jusque-là et avaient manqué l'expérience de leur vie. Quelques enthousiastes sont restés jusqu'à la fin, savourant chaque minute, transportés et heureux. Le comble, c'est que, en 15 à 20 minutes, les alizés avaient balayé les nuages. Le ciel, devenu pur et bleu, a révélé l'éclipse. Mais il ne restait pas beaucoup de gens. La plupart étaient retournés à leur chambre, fort déçus. Ils continuaient à s'infliger de la douleur parce que leurs attentes n'avaient pas été satisfaites. Comme à mon habitude, j'ai commencé à interviewer des gens. Je voulais savoir ce qu'ils ressentaient de l'éclipse. Un grand nombre de personnes en ont parlé comme de l'expérience la plus merveilleuse et la plus spirituelle de leur vie.
Une femme enceinte m'a affirmé en se caressant le ventre que l'éclipse avait créé en elle un sentiment de communion plus intense avec son enfant à naître et que pour rien au monde elle n'aurait voulu être ailleurs. Que de contrastes j'ai pu voir ce jour-là dans les croyances et les règles des gens. Ce qui m'a le plus étonné cependant, c'est que des gens puissent s'enthousiasmer à ce point pour ce qui n'était, après tout, qu'une ombre de 4 minutes. Quand on y réfléchit, une éclipse n'est pas plus prodigieuse que le lever du soleil chaque matin. Imaginez ce qui se produirait si les gens, partout dans le monde, se levaient tôt pour observer le lever du soleil, si les informations nationales et internationales en rapportaient les moindres détails, et si la moitié de la matinée passait à parler de ce miracle. Pouvez-vous imaginer le genre d'informations que cela donnerait ? L'annonceur de CNN débuterait chaque bulletin de nouvelles en disant « Bonjour, le miracle s'est produit une fois de plus ce matin, le soleil s'est levé. » Pourquoi ne réagissons-nous pas de cette façon ? Pourrions-nous le faire ? Bien sûr, mais malheureusement, nous sommes devenus à ce point habitués au lever du soleil chaque matin que nous n'y voyons plus rien de miraculeux. Dans la plupart des cas, au lieu de nous faire apprécier les miracles qui nous entourent, nos règles stipulent qu'une chose doit être rare pour être précieuse. Pour quelles raisons les gens ont-ils réagi différemment ? Pourquoi un homme s'est-il emporté au point de détruire son appareil photo, tandis que d'autres ont éprouvé une joie telle qu'elle renaîtra chaque fois qu'ils raconteront leur expérience de l'éclipse au cours des semaines, des mois et des années à venir ? Notre expérience de cette réalité n'avait rien en commun avec la réalité. Celle-ci était interprétée à travers la grille toute puissante de nos croyances, c'est-à-dire surtout selon les règles qui définissaient ce qui doit arriver pour que nous soyons heureux. Je donne le nom de règles aux croyances qui déterminent si nous ressentons du plaisir ou de la douleur. Si nous sommes inconscients du pouvoir de nos règles, celles-ci peuvent détruire toute possibilité de bonheur à long terme, mais si nous les comprenons et les utilisons à bon escient, elles peuvent transformer notre vie aussi sûrement que tous les autres éléments dont il est question dans ce livre. Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question. Que doit-il se produire pour que vous soyez heureux ? Quelqu'un doit-il vous serrer dans ses bras, vous embrasser, vous faire l'amour et vous dire à quel point il vous apprécie et vous respecte ? Est-ce que vous devez gagner 1 million de dollars ou améliorer votre jeu au golf ? Votre patron doit-il vous exprimer de la gratitude ? Devez-vous atteindre tous vos buts ? Faut-il que vous conduisiez la bonne voiture ? Devez-vous être invité à toutes les parties ou fréquenter la bonne société ? Devez-vous évoluer spirituellement ou attendez-vous l'illumination totale ? Devez-vous courir 8 km par jour ? Bref, qu'est-ce qui doit arriver pour que vous vous sentiez bien ? En vérité, rien de particulier ne doit se produire pour que vous vous sentiez bien. Vous n'avez pas besoin d'éclipse pour être heureux. On peut être heureux sans aucune raison. Réfléchissez bien. Imaginons que vous gagnez 1 million de dollars. Ce n'est pas la somme en elle-même qui vous rend heureux. C'est la règle qui vous dit « quand j'aurai atteint ce but, alors je pourrai me permettre d'être heureux ». Au moment où vous décidez d'être heureux, vous envoyez à votre cerveau un message lui demandant de changer les réactions des muscles de votre visage, de votre poitrine et de tout votre corps, de modifier votre respiration et de changer la biochimie de votre système nerveux qui cause les sensations que vous appelez le plaisir. D'après vous, quelles ont été les personnes les plus déçues le jour de l'éclipse ? Ce sont les personnes qui avaient les règles les plus rigides sur ce qui devait arriver pour qu'elles soient heureuses. Sans aucun doute, ce sont les scientifiques et les scientifiques amateurs qui ont été les plus déçus. La plupart d'entre eux avaient, au sujet de ces 4 minutes, d'énormes attentes qui devaient être satisfaites pour qu'ils puissent se sentir bien. Ne confondez pas, il n'y a rien de mal à vouloir accomplir quelque chose et prendre les moyens pour le faire. Cependant, il y a plusieurs années, j'ai fait une distinction qui a modifié à jamais la qualité de ma vie. Tant que nous organiserons notre vie de manière que notre bonheur dépende de quelque chose dont le contrôle nous échappe, nous ne pourrons pas être heureux. Comme je n'étais plus disposé à vivre dans la crainte de la souffrance, et dans la mesure où je me considérais intelligent, j'ai remanié mes règles pour pouvoir choisir d'éprouver ou non de la souffrance, lorsque je le juge approprié, selon ma capacité de diriger mon esprit, mon corps et mes émotions. Bref, Becky et moi avons beaucoup apprécié l'éclipse. De toute façon, nous étions à Hawaï pour affaires, pour l'un de mes programmes Mastery de 3 semaines. Le fait d'être arrivé quelques jours plus tôt pour l'éclipse était pour nous un béni.
La vraie raison pour laquelle nous nous sommes amusés n'est pas que nos attentes étaient limitées. En fait, nous attendions l'éclipse avec impatience. La clé de notre bonheur pourrait résider dans une règle que nous avions tous deux adoptée. Nous avions décidé que, ce jour-là, nous apprécierions l'événement, quoi qu'il se produise. Nous avions des attentes, mais nous avions décidé de trouver le moyen d'apprécier l'issue, quelle qu'elle soit. Voyez-vous comment une telle règle, si vous l'adoptiez et l'appliquiez systématiquement, pourrait changer pratiquement toutes vos expériences ? Lorsque je parle de cette règle, certaines personnes répondent « Vous ne faites qu'abaisser vos normes ». C'est absolument faux. En adoptant cette règle, vous élevez vos normes. Vous respectez une norme plus élevée, celle qui stipule que vous appréciez la vie malgré les circonstances du moment. Cela signifie que vous êtes suffisamment intelligent, souple et créatif pour changer votre perspective et vos évaluations de manière à vous permettre de vivre pleinement la richesse de la vie. C'est peut-être la règle la plus importante de toutes. Dans le chapitre précédent, vous avez commencé à élaborer une nouvelle hiérarchie de valeurs qui définira l'orientation de votre vie. Vous devez cependant comprendre que ce sont des règles qui déterminent si vous avez l'impression ou non de vivre selon vos valeurs. Ces règles sont vos croyances sur ce qui doit arriver pour que vous vous sentiez comblé, heureux ou aimé. Imaginons que vous mettiez le bonheur en haut de votre liste de valeurs. Si votre règle au sujet du bonheur stipule que pour être heureux, tout doit fonctionner exactement comme vous l'avez prévu, je puis vous assurer que vous ne serez pas heureux très souvent. La vie est changeante. Nos règles doivent donc nous permettre de nous adapter, d'évoluer et de jouir de la vie. Il est absolument nécessaire que nous comprenions bien ces croyances inconscientes qui déterminent à quel moment nous nous infligeons de la souffrance et à quel moment nous nous donnons du plaisir. Juge et jury. Nous avons tous des règles et des normes qui gouvernent nos sentiments face aux événements qui ponctuent notre vie, mais aussi qui gouvernent notre comportement et nos réactions dans une situation donnée. Cependant, il est tout aussi important, et peut-être même plus important encore, de comprendre que nos comportements et nos émotions sont déterminés par nos croyances sur le bien et le mal, et par nos normes de conduite, c'est-à-dire ce que nous devrions faire et ce que nous devons faire. Ce sont ces normes et ces critères que j'ai appelés les règles. Les règles sont le déclencheur du plaisir et de la souffrance dans le système nerveux. C'est un peu comme si un tribunal miniature siégeait dans le cerveau. Nos règles personnelles sont le juge et le jury de dernière instance. Ce sont elles qui déterminent si nous vivons selon telle ou telle valeur, si nous sommes heureux ou malheureux, et si nous nous donnons du plaisir ou de la souffrance. Ainsi, si je vous demandais « Avez-vous un beau corps ?» comment réagiriez-vous ? Votre réponse dépendrait de la perception que vous avez de votre corps, en tenant compte des normes qui, selon vous, sont le propre d'un beau corps. Voici une autre question. Êtes-vous un bon amant ? Votre réponse sera fondée sur ce que vous considérez être un bon amant, c'est-à-dire les normes auxquelles vous adhérez. Si vous me répondiez par l'affirmative, je pourrais découvrir vos règles en vous demandant « Comment savez-vous que vous êtes un bon amant ? Qu'est-ce qui doit arriver pour que vous sentiez que vous êtes un bon amant ?» Certains diront « Je sais que je suis un bon amant parce que, quand je fais l'amour, on me dit toujours que c'est bon. » Ou « Je sais que je suis un bon amant parce que ma partenaire me le dit. » Ou « Je sais que je suis un bon amant à cause des réactions de ma partenaire. » Ou « Je sais que je suis un bon amant car je me sens bien quand je fais l'amour. » La réaction de sa partenaire n'a-t-elle aucune importance ? D'autres répondront « Demandez aux personnes concernées. » Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas être de bons amants. Est-ce parce qu'ils sont vraiment mauvais ou parce que leurs règles sont mal choisies ? Cette question est très importante. Dans beaucoup de cas, les gens pensent ne pas être de bons amants parce que leur partenaire ne leur dit pas. Celui-ci ou celle-ci peut répondre avec beaucoup de passion, mais parce qu'il ou elle ne suit pas les règles qu'ils ont fixées, ils sont convaincus de ne pas être de bons amants. Le problème qui existe à ne pas éprouver les émotions que nous méritons ne se limite pas au bonheur ou aux relations amoureuses. La plupart d'entre nous ont des règles tout aussi mal choisies pour définir le succès, la sécurité, l'intelligence, ce qui fait une différence. Chaque chose dans notre vie, du travail au jeu, est sous la juridiction de ce système de juges et de jurys. En d'autres termes, nos règles contrôlent nos réactions à tous les instants de notre vie. Ces réactions, vous l'aurez deviné, ont été établies arbitrairement. Comme bien d'autres composantes du plan directeur de notre vie,
Nos règles sont le résultat d'un assemblage étonnant de toutes les influences auxquelles nous avons été exposés. Le même système de punition et de récompense façonne à la fois nos valeurs et nos règles. En fait, à mesure que nous développons de nouvelles croyances sur ce qui doit arriver pour que nos valeurs se réalisent, nous ajoutons de nouvelles règles. Alors, nous sommes souvent portés à déformer, à généraliser et à éliminer nos anciennes règles. Nous développons des règles conflictuelles. Beaucoup de gens établissent leurs règles pour se rebeller contre les règles qu'on leur a imposées dans leur enfance. Les règles qui régissent votre vie aujourd'hui conviennent-elles toujours à la personne que vous êtes maintenant? Ou plutôt, vous raccrochez-vous à des règles qui vous ont été utiles dans le passé, mais qui vous limitent aujourd'hui? Vous raccrochez-vous à des règles qui ont été utiles dans votre enfance, mais qui ne vous conviennent plus?